La bonne idée. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Bonjour Christophe pour ce passage de témoin. Bonjour. Vous me semblez toujours en grande forme, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai, ça Qu'est-ce faisait qui un vous petit est mois. arrivé? J'ai d'autres activités, mais c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Bien sûr, jusqu'à 11 h avec des jeunes ce matin. Exactement, aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 décembre et c'est Dominique Flora qui est au micro. Je suis accompagné de Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Salut. Et nous sommes ensemble de 9h30 à 11h, comme vient de le dire Christophe, pour une belle émission que j'ai préparée pour vous. Alors vous le savez déjà, mais je vous le rappelle quand même, vous pouvez aussi nous suivre en vous connectant aux vidéos live Facebook, page Bar de l'économie, sur le site internet idfm98.fr, ou tout simplement nous écouter en FM 98.0. Et puis après, si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez aussi le faire. C'est sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Alors au programme du Bar de l'économie, nous allons parler start-up. Start-up qui se sont lancées très récemment et qui sont évidemment touchées par la crise sanitaire et qui, par la volonté de leurs dirigeants, se démènent pour développer et construire leur avenir. Leurs domaines d'activité sont au cœur des sujets d'aujourd'hui. Le Made in France, la création d'une marque de vêtements à partir de matières recyclées, le respect de l'environnement pour l'une et la volonté de réinventer l'expérience aux toilettes pour l'autre. Alors cela vous fait sourire, peut-être? Eh bien écoutez, pour moi c'était le cas au début, j'ai souri. Eh bien en restant avec nous, vous allez comprendre comment des jeunes pleins d'idées bousculent les codes, créent des business très sérieux, se font financer, agissent de manière construite et volontaire pour développer leur activité. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir mes invités tout d'abord en les remerciant d'être venus physiquement dans nos studios aujourd'hui. Alors nous sommes avec Mathieu Brousse. Bonjour. Bonjour Dominique Flora. Vous êtes cofondateur de la société Primitive Clothing. Primitive, c'est une marque de vêtements streetwear qui représente une mode esthétique et engagée, aussi bien socialement que pour l'environnement. Et vous êtes venu avec votre associé, avec qui vous avez créé cette société, c'est Hippolyte Pépin. Bonjour Hippolyte Pépin. Bonjour Dominique. En fait, vous êtes plus que des associés, vous vous connaissez depuis longtemps puisque vous êtes amis d'enfance. Vous nous parlerez de votre histoire, de votre parcours, de vos idées d'aller sur ce secteur d'activité qui est très en vogue aujourd'hui. Je veux parler de votre engagement pour une mode plus propre et de la participation à une économie plus responsable. Et nous recevons également Hugo Volpey. Bonjour Hugo Volpey. Bonjour Dominique, merci pour votre accueil. Vous avez fondé la société Trône en juin 2018. C'est vous qui voulez réenchanter le temps passé aux toilettes. Alors je reprends le message d'accueil sur votre site internet. Quand l'intime devient sublime. Écoutez, c'est plein de promesses et c'est à cela que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous parlerons également de votre dernière levée de fonds, 2 millions d'euros, que vous avez annoncé en début de ce mois. Vous savez de quoi nous allons parler, nos invités ont été présentés, alors on poursuit ensemble et on a une première rubrique santé, Philippe. Dans 30 secondes. Ah, dans 30 secondes, Philippe. Oui. Très bien. Donc là, on est en direct live. Vous voyez qu'en termes de préparation, parfois, il y a des petits creux, mais on y va. Excuse-moi, j'aurais dit. Tu ne l'as pas dit. Ah, si. Je dois aller rendre visite à mes parents, par exemple, qui sont âgés. Combien de temps à l'avance dois-je me faire tester pour être sûr de ne pas les mettre en danger? Ça, c'est une question très intéressante et la réponse ne va pas être si facile. Je ne crois pas que ça repose essentiellement sur les tests. Ça repose en fait sur ce qui s'est passé dans votre quotidien. Quand vous allez aller en pleine période d'épidémie chez vos parents, on parle de personnes fragiles, de parents qui ont 35 ans, vous devez garder les masques. Quand vous allez les voir, vous lavez les mains, vous gel hydroalcoolique, ensuite gardez les masques et évitez de toucher. Si vous avez été cas contact, si vous avez vu des gens que vous ne connaissez pas, vous n'y allez pas. Vous attendez de savoir si vous êtes contaminé. Pourquoi? Parce que même si vous faites un test, vous n'allez pas en faire tous les jours. Donc à moins que vous me disiez que vous allez faire des tests tous les jours avec un peu de petit temps, vous ne serez jamais sûr que vous soyez réellement non contaminé. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de prendre des mesures de protection. Maintenant, demain, si je dispose des tests antigéniques pour tout le monde, si j'en ai plein, et que chacun chez soi peut se tester, ce sera un bon moyen en cas de doute d'aller effectivement vérifier qu'on n'est pas contaminé avant d'aller voir un proche. Et enfin, je dirais que ce qu'on vient de dire est particulièrement pour les personnes dans les EHPAD les plus fragiles. N'abandonnez aucun geste barrière. N'allez pas voir les gens fragiles si vous avez été contact. N'allez pas voir les gens fragiles si vous avez été dans des groupes que vous ne connaissez pas. Donc la clé, c'est rapidité, fiabilité des tests et prudence dans tous les cas. Et oui, on porte les masques des deux côtés, on se lave
C'est ça la barrière principale contre la contamination. Bien, vous voyez quelques conseils tout simples sur le Covid et qui nous dit tout simplement de respecter les gestes barrières, enfin des conseils qui sont donnés depuis très longtemps, mais pour autant des conseils très simples et qui donnent beaucoup de résultats. Alors nous allons continuer avec les infos du jour. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 4 pour vous aujourd'hui. La première, ça concerne Uber qui change de cap. Uber dit adieu à la voiture autonome et pivote vers la livraison sans résoudre son casse-tête d'origine dans les taxis. L'entreprise a annoncé qu'elle allait vendre sa division de voitures autonomes à la start-up Aurora. Elle va désormais se concentrer sur Uber Eats, devenu premier métier de la firme. Mais le problème restera de toute façon entier, c'est comment gagner de l'argent dans les taxis. Depuis sa création en 2009, Uber rêve de révolutionner le transport moderne. L'entreprise voyait déjà ses taxis se mouvoir sans chauffeur et même voler au-dessus des autoroutes comme dans des films de science-fiction. Elle va désormais se concentrer sur ses cyclistes qui livrent des repas en ville. C'est moins glamour, mais c'est plus sûr. Uber a annoncé lundi 7 décembre qu'elle allait vendre sa division de voitures autonomes à une toute autre start-up, Aurora, qui a été créée en 2017 par des anciens de Google, Tesla et Uber. Tiens. Alors, quelques chiffres pour planter le décor. Uber, c'est une société qui est valorisée 95 milliards de dollars en bourse, mais qui n'a jamais gagné un centime en 10 ans d'existence. Sur son dernier trimestre, l'entreprise a perdu 1 milliard de dollars sur 3 milliards de chiffre d'affaires et son activité de transport a vu ses revenus s'effondrer de 50% avant la crise sanitaire. En revanche, Uber Eats, qui livre des repas, a largement profité des confinements successifs. Son chiffre d'affaires a bondi de 125% et c'est désormais le premier métier de la firme. Alors pour amplifier ce succès, la société a acheté son concurrent, Postmates. Rappelons aussi qu'elle avait déjà cédé en mai ses vélos électriques et ses trottinettes en libre service à son concurrent Lime. Eh bien c'est fini les distractions, d'autant que le grand concurrent d'Uber Eats, le numéro 1 américain DoorDash, s'introduit en bourse mercredi 9 décembre et va probablement récupérer beaucoup d'argent. Donc ça remue beaucoup sur ce secteur-là. Mathieu, vous voulez réagir ? Non, mais j'espère surtout que Uber sera en mesure d'offrir à leurs livreurs de meilleures conditions de travail et des vrais salaires surtout. C'est vrai que c'est un point qu'on a déjà vu ressortir et sur lequel les gens sont concernés. Eh bien écoutez, on verra exactement, on verra si de ce côté-là ils agissent aussi. Alors la deuxième info, ça concerne le Brexit. Eh bien le Brexit se met en place. Il faut savoir qu'un point dur a été traité, c'était celui de l'Irlande du Nord, car un accord entre Londres et Bruxelles a été trouvé. Faut-il y voir le signe que le Royaume-Uni et l'Union européenne sont sur le point de conclure la négociation sur la relation commerciale qu'ils engageront pour l'après-Brexit à partir du 1er janvier 2021 ? Même si les déclarations des deux côtés de la Manche ne permettent pas d'être particulièrement optimistes, Londres et Bruxelles ont néanmoins réussi à s'entendre ce mardi 8 décembre sur la manière dont sera appliquée une partie cruciale de l'accord de divorce conclu il y a un an. Une étape indispensable pour que les discussions en cours aient une chance d'aboutir. Après la décision des Britanniques de quitter l'UE, il s'agissait alors de définir les conditions de retrait de Londres. La question nord-irlandaise s'est révélée la plus épineuse. Bruxelles voulait absolument garantir les accords de paix nord-irlandais. Rappelez-vous que ces accords de paix nord-irlandais, c'est ceux qui avaient mis fin en 1998 à la guerre civile en Irlande du Nord. Elle voulait éviter la réintroduction d'une frontière entre les deux Irlandes, et tout en protégeant le marché intérieur européen, dont fait toujours partie la République d'Irlande, mais plus l'Irlande du Nord. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Une Irlande qui est un véritable casse-tête que les deux parties ont réglé à grande peine en décidant d'instaurer tout simplement une frontière douanière en mer d'Irlande entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord dans le cadre du protocole nord-irlandais. Il reste encore des sujets majeurs à traiter. Boris Johnson et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ont fait savoir dans une déclaration commune ce dernier samedi que des différences significatives demeurent sur la pêche, les conditions d'une concurrence équitable et la manière de résoudre les éventuels futurs différends. Il faut savoir que la France est particulièrement offensive. À moins de 2 ans du scrutin présidentiel, Emmanuel Macron veut à tout prix éviter un nouveau mouvement social qui viendrait alimenter le vote populiste. Alors, selon une source européenne, les négociations reprennent ce matin avec la volonté de trancher les décisions dimanche 13 décembre, Boris Johnson ayant promis que son pays sera prêt le 31 décembre comme prévu initialement. Alors Hugo, on verra tout à l'heure votre activité, mais ça peut vous concerner, vous, la relation avec les UK ? Bien sûr, l'entrée en vigueur du Brexit, elle a évidemment de nombreux impacts. Elle a notamment un impact logistique pour toute société qui ship des produits en Angleterre. Et c'est le cas nous concernant, et on ne sera pas les seuls à être concernés au 1er janvier par ces nouvelles mesures. D'accord, on reviendra peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure quand on reparlera. La manière dont vous, en fait, vous sourcez en matière première.
Alors la troisième info, elle est tout à fait différente, elle concerne en fait le cinéma et la distribution de films. Warner qui est l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde pour le cinéma et la télé, a pris une décision très controversée, celle de sortir tous ses films simultanément en salle et en streaming à partir de l'an prochain. Il faut savoir que la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. C'est le 4 décembre dernier que la Warner a annoncé qu'à compter de 2021, tous ces nouveaux films sortiraient le même jour au cinéma et sur sa plateforme de streaming par abonnement. C'est un choix stratégique qui est motivé par l'incertitude persistante qui entoure la réouverture des écrans outre-Atlantique. Alors après avoir reporté à plusieurs reprises des films phares tels que Dune, Matrix 4, Godzilla et consorts, le studio ne veut plus perdre de temps et d'argent, quitte à entériner un changement de modèle radical pour l'industrie cinématographique. Ce qui veut dire que la question reste entière, est-ce que c'est un virage historique ou une erreur économique? Les sorties en salle vont perdre leur caractère exclusif, ça c'est certain. Les salles de cinéma vont-elles perdre des entrées et dans quelle mesure? Il faudra attendre encore un petit peu de temps pour le savoir. Et enfin, la quatrième info, elle est dans le Val d'Oise, elle nous touche plus directement pour les auditeurs du Val d'Oise. Elle concerne le traitement du Covid. L'information est encourageante puisque la tension baisse dans les hôpitaux du Val d'Oise. Quelques chiffres pour appuyer ce message. 440 patients toujours hospitalisés. Tout d'abord, le taux de positivité des tests virologiques est passé de 23% début novembre à 11% début décembre, tandis que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants, lui a complètement fondu. Au 7 décembre, il y avait bien ces 440 patients qui étaient atteints du Covid, un chiffre qui reste élevé, mais qui poursuit sa baisse, car depuis le pic de cette deuxième vague d'épidémie, qui avait été atteint le 12 novembre, c'était 565 malades qui étaient hospitalisés, dont 69 étaient en réanimation. Début décembre, c'est 43 personnes qui se trouvaient toujours en réanimation, avec un taux d'occupation des lits du service qui était redescendu à 60% contre 92% mi-novembre. Donc vous voyez, c'est quand même des nouvelles qui sont encourageantes sur le développement de cette maladie. Voilà, c'était les infos du jour. Et avant de poursuivre notre émission avec la participation de nos invités, je vous propose de faire une courte respiration musicale. Tu n'as pas envie de faire à Florence ou... Moi, je dépose. D'ailleurs. J'ai la chronique de 25 minutes. Ah non. C'est ce que tu m'as demandé. Non, c'est la chronique santé, moi. Non, tout à l'heure, tu m'as dit que tu as une chronique. Moi, je préfère celle de 25 minutes que tu voulais. Alors, tu t'es mal expliqué. C'est pas compris. Je peux vous prendre en photo tous les trois? Ouais. Allez. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a de belles personnes en studio. Ne vous inquiétez pas, tous les jours je dis ça. Je suis hyper vexé maintenant. Non mais tu pouvais rester là. C'est bon, je suis... Ouais. Là vous êtes bien, vous êtes en décalé. C'est un retour. Un peu plus de sourire quand même. Ah, le dernier ferme les yeux. Eh ben, tu l'as refait. Je refais une. Vous reprenez dans 2 heures, c'est ça à peu près? Oui. À peu près. Super, merci beaucoup. Merci. On ne peut plus convertir Tellement des YouTube. Ça arrive des fois de temps en Ah, temps. mais là, le mien ici, c'est bon. Moi je les convertis pas du tout. Je vais sur Spotify, Charlie. Non, mais là, non, parce que là, c'est des liens YouTube pour l'émission de Marie-Laure. Oui, mais si c'est des morceaux connus, tu les as. Non, c'est C'est des extraits de spectacle. C'est un concert. Nous, on n'a pas de... Elle vient à quelle heure déjà? C'est Géo. Donc, pendant Elle le va travail, faire forcément, un ouais. petit mais On va sinon, peut-être reprendre. Mais sinon, Non. au central... Bah, attends, elle est centralisée, là. à la côte Saclay, je sais pas Ah, si je croyais que vous c'était connaissez. fini. Bon, allez-y, hein, Bon, Christophe. autour Il est là-haut, Francky? Ouais, j'imagine. Il vient de descendre à l'instant. D'accord. Et vous avez... Mais oui, Allez, on y va. Non, vas-y, laisse-la terminer. Il y a Florence qui fait la gueule. Non, laisse-la terminer. Mais non. Depuis longtemps. C'est vrai que ce morceau il fait 4 Allez, 40. allez, on y retourne. Il fait 4 Non, mais minutes je 40. suis juriste. Ok, ah oui, d'accord. Non. Eh bien, nous voilà de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons Hugo Volpey, fondateur dirigeant de la société Trône, qui a été créée en 2018. Cette société, elle a pour objet la volonté de réinventer l'expérience aux toilettes. En fait, la société Trône cherche à créer des expériences inoubliables là où les clients s'y attendent le moins.
Mathieu Brousse et Hippolyte Pépin, cofondateurs dirigeants de la société Primitive Clothing. Primitive, c'est une marque de vêtements streetwear qui représente une mode esthétique et engagée, vêtements fabriqués 100% à partir de produits recyclés. Alors, nous allons commencer l'interview avec vous, Mathieu et Hippolyte. Je me permets de vous appeler Mathieu et Hippolyte, puisque j'ai regardé dans la presse, en fait, tous vos interviews, c'est Mathieu et Hippolyte. Hein. On est à deux. Vous êtes à deux. Alors, écoutez, avant de parler de l'entreprise, ce que je souhaiterais, c'est que vous nous parliez de vous, de votre parcours, ce qui vous amène aujourd'hui à être ensemble dans cette aventure. Alors Mathieu, vous commencez, vous répondez le premier? Ouais, alors Mathieu Brousse, 25 ans. Je suis juriste en droit public. Avant ça, j'ai grandi dans l'Essonne avec Hippolyte. Je l'ai rencontré au collège. Après mes études, après ma maîtrise en droit international, je suis parti faire un stage d'agriculture biologique en Écosse, ce qu'on appelle un woofing. Et là, grosse remise en cause et on s'est appelé avec Hippolyte, on a décidé de s'engager pour quelque chose qui nous parlait vraiment. Et je vais lui laisser continuer. D'accord, écoutez, on continue Hippolyte? Ouais, bonjour, moi c'est Hippolyte, 25 ans aussi, donc comme Mathieu, j'ai grandi dans l'Essonne et on s'est connus au collège, donc des grands amis d'enfance. À la base, moi je suis issu d'un cursus d'ingénieur. J'ai fait mes études à Lyon et c'est au détour d'un premier boulot un peu ennuyeux et une grosse remise en question qu'au détour d'un appel avec Mathieu, on s'est dit qu'on allait se lancer et faire ce qu'on avait vraiment envie. Alors, on voit bien dans votre présentation, bon, vous êtes des amis d'enfance, c'est ce que j'ai dit en introduction. Vous avez deux parcours avec des études qui sont complètement différents. Vous faites des études de votre côté, puis à un moment, il y a un déclic. Alors, expliquez-nous comment vous en êtes venu, en fait, à travers votre parcours, à avoir ce déclic et à se dire, bah tiens, on va faire quelque chose ensemble, qui n'est pas du tout lié au départ aux études que vous avez faites. Bien sûr, je pense que vous utilisez ce que vous avez appris, mais c'est pas du tout parti là-dessus. Non, à la base, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas du tout issu du monde du vêtement, de la mode, ou enfin, tout ce qui touche au textile. Comme je l'ai dit avant, je pense qu'il y a eu une grosse remise en question quand moi j'ai commencé à bosser, que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout et que je pouvais pas, enfin, je me sentais vraiment pas de me lancer dans la vie et de faire ça toute ma vie. Et avec Mathieu, il se passe qu'on a toujours été très, très liés d'un certain point de vue. Et je me souviens, j'avais cette idée justement de marque de vêtements qui me trottait dans la tête depuis toujours. Je me suis jamais trop senti légitime, j'avais pas fait les études comme tout le monde le dit. Et justement, en appelant Mathieu un soir, pareil, il était un peu en remise en question. Il se demandait ce qu'il allait être amené à faire, est-ce qu'il allait continuer ses études ou pas. Et en fait, en discutant de cette marque, il m'a dit, bah, tu sais quoi, si vraiment tu quittes ton boulot, je te rejoins, on le fait à deux. Et comme j'avais pas envie de monter ça tout seul et que ça me plaisait beaucoup de faire un vrai projet avec lui, voilà, on s'est dit, allez, on démissionne, on se casse et on le fait. Alors concrètement, au départ, parce qu'effectivement, vous n'aviez pas, si je peux me permettre, la base technique ou commerciale pour monter des sociétés. Comment vous faites au départ pour créer ce business? Alors ce business, on va le dire, hein, c'est vous vendez ce qu'on appelle des hoodies. Alors les hoodies, parce que je reprends votre terme, mais des hoodies en français, en fait, c'est des sweats à capuche. D'ailleurs, on le voit à l'écran puisque vous êtes venu avec. Hein, ce sont des suites à capuche où c'est marqué Primitive avec votre logo. Alors, comment vous faites pour créer en fait votre business? Parce que je pense que c'est pas si simple. Bah, moi, il y a une image que j'adore qui est donnée par le créateur du site français qui s'appelle Guillaume Gibaud. Il dit au début, on se retrouve en caleçon sur son canapé, on réfléchit à ce qu'on veut faire. Bah, nous, ça a clairement commencé comme ça, par des gros brainstorming en chaîne, en réfléchissant à ce qu'on voulait faire. Et petit à petit, voilà, on a précisé les contours du projet, faire des matières recyclées, confectionnées en France pour s'engager pour une mode propre, responsable, respectueuse de ceux qui confectionnent, respectueuse de l'environnement et aussi respectueuse de qui on était. Nous, on ne se retrouvait pas du tout dans les offres qui existaient en mode respectueuse, en mode éthique. Et on s'est dit, on va créer une marque qui nous ressemble avec notre identité. On va vendre donc des hoodies, des suites à capuche en français, et qui sont des vêtements emblématiques et qui nous représentent extrêmement bien. Alors je vous pose la question tout de suite, comme ça on l'aura traité. Quand on lance une affaire, il faut quand même avoir un peu de fonds. Comment vous êtes financé? Comment vous êtes parti financièrement? Bah, il y a eu plusieurs étapes. Je pense que déjà on avait un peu de sous à notre côté qu'on a pu mettre dans le projet. On a eu un peu de love money, donc on a eu des amis et des proches qui nous ont un peu aidé au début. Et surtout, en fait, on y reviendra peut-être après, mais on a lancé l'activité avec une campagne de crowdfunding pour que les gens puissent précommander en fait leur suite en avance.
Comme ça, nous, avec l'argent qu'on reçoit, on a pu financer la première production sans devoir tout avancer parce qu'on n'en avait clairement pas les moyens. Et ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné, ouais. On a fait 250% d'objectifs, donc on a eu 250 précommandes de suites. Donc franchement, on est hyper contents. Ça nous a permis de lancer la production, de pouvoir lancer la marque, en fait, clairement. C'était en septembre, là, et ça a bien lancé l'activité, ouais. D'accord. Alors on va venir tout à l'heure sur l'aspect commerce, business et marketing de votre affaire, mais restons en fait sur le volet un peu société et organisation. Comment vous répartissez les tâches? Vous êtes tous les deux sur les mêmes activités tout le temps ou vous avez des tâches qui sont bien réparties? Au début, c'était forcément un peu brouillon, comme on n'avait pas de formation non plus. On faisait un peu tout ensemble, on a beaucoup réfléchi le projet ensemble, mais évidemment maintenant, c'est complètement différent. On est lancé, et, Hippolyte s'occupe beaucoup plus de l'aspect création, de l'aspect qu'on pourrait appeler back-office, c'est-à-dire le derrière du projet, donc création, trésorerie, etc. Et moi, je suis beaucoup plus au devant dans la communication, dans la recherche voilà, de partenariats, les contacts avec vous, Dominique, par exemple. D'accord, ben écoutez, ça me semble très très clair. Alors, vous l'avez dit, mais j'aimerais qu'on réinsiste là-dessus. Votre credo, c'est une mode qui respecte des valeurs sociales et environnementales. Concrètement, vous voulez dire quoi? Enfin, développez-moi cette idée, s'il vous plaît. Vas-y. La valeur sociale et environnementale, c'est quoi? En fait, on peut le scinder assez facilement dans notre projet. Social, c'est les ateliers de confection. Donc, qui confectionne nos vêtements? Aujourd'hui, la confection française et une confection locale en général permet de garantir cela, de garantir de bonnes conditions de travail à nos employés, aux acteurs de notre chaîne de production. Et les conditions, les matières permettent les matières recyclées qu'on utilise permettent de prendre soin de l'environnement et d'avoir un produit qui limite son impact et son impact sur la planète. D'accord, alors vous l'avez évoqué, vous n'êtes pas 100% made in France, on en a parlé quand on a préparé l'émission, vous n'en êtes pas très loin, mais il me vient une question, est-ce que c'est compliqué de faire du 100% made in France? En fait, ça dépend pas mal du produit. On a quasiment toute notre chaîne qui est située en France. On a juste le fil recyclé, lui, qui vient d'Espagne, parce qu'aujourd'hui, le recyclage textile en France, c'est quelque chose qui se fait très peu. Ça dépend des matières, et pour nos suites, nous, on avait besoin d'une matière particulière qui pouvait pas se recycler en France. Du coup, on est allé en Espagne. Mais sinon, après, tout le reste de la chaîne se fait très bien en France, tout ce qui est tricotage, confection, broderie, étiquette, tout ça. Mais en fait, ça dépend surtout du produit, du procédé. C'est vrai que voilà, on a juste cette étape du recyclage qui est fait en Espagne, mais ça reste quand même la porte à côté et ça nous va très bien. Donc en fait, vous n'êtes pas 100% made in France parce qu'il y a ce petit fil qui vient d'Espagne, quoi. C'est ça. C'est ça, la confection est française, D'accord. le tricotage. Mais... Donc on relèvera en fait votre honnêteté, si vous voulez, à donner le petit détail qui fait qu'on ne peut pas dire réellement 100% Bien sûr, made in France. Je pense que ça c'est à relever aussi. Alors, on a aussi une autre idée, est-ce que c'est une idée reçue, c'est de se dire en fait, ça serait plus simple et moins cher de fabriquer à l'étranger. Ah bah clairement, et c'est pour ça que la plupart le font. Après, voilà, c'est un choix. Nous, on a fait le choix de confectionner le plus proche possible pour s'engager vraiment et essayer de produire quelque chose le plus propre possible, le plus proche. On est allé visiter les ateliers, on est capable de savoir voilà, qui travaille pour nous et ça, c'était hyper important pour nous au début. Après, voilà, il y a certaines marques qui sont très engagées aussi, qui font produire au Portugal. C'est un peu moins cher, mais c'est vrai que c'est pas si loin non plus. Après, aujourd'hui, c'est vrai que produire en Asie, produire en Afrique de l'Est ou produire en Afrique du Nord, même, c'est des choses voilà, qui se réfléchissent. Et aujourd'hui, nous, on s'est engagé contre parce qu'on n'a pas les moyens de contrôler ce qui se passe dans ces ateliers-là. D'accord. Et tout en ayant un coût de fabrication qui est légèrement supérieur ou supérieur à ce que vous pourriez trouver ailleurs, votre business model fonctionne. C'est ça aussi qu'il faut relever. Vous avez un modèle qui fonctionne financièrement. Ça vous fait sourire? Non, non, honnêtement, ça fonctionne. Après, on est au début, donc évidemment, peut-être qu'on devra revoir au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on est parti sur des bases de business model qui nous semblent très bien. On est quand même calqué sur les autres acteurs de la mode.
il n'y a pas de raison, c'est prouvé, c'est quelque chose, c'est un business Qui un tourne. business model qui marche. Qui tourne, d'accord. Alors, l'autre question sur laquelle j'aimerais aussi vous entendre, c'est que et c'est le point fort de votre activité, hein, vous le mettez bien en avant, c'est que le 100% de matières premières, ce sont des matières recyclées. Donc, 100% de matières premières, de matières recyclées. Vous pouvez nous parler de la chaîne de fabrication? Où est-ce que vous vous sourcez? Sur quel type de matière? Comment elles sont traitées? Et comment vous arrivez au produit fini, qui est le sweatshirt? Le hoodie, pardon. Donc, tout commence en Espagne où les déchets plastiques et les déchets coton qui proviennent d'usines, en fait, c'est les chutes des déchets textiles des usines, qui sont broyés et transformés en une nouvelle matière première. Après, ce fil-là qui est issu de ces déchets arrive près d'Amiens dans notre atelier de tricotage. Le fil est transformé en tissu et après est acheminé dans notre usine de confection près de Roanne, donc à 1 heure de Lyon à peu près, où le sweat est assemblé, donc le hoodie naît ici, et donc voilà. Et bientôt livré pour avant Noël. Alors on va en parler de tout ça. Avant de faire une autre pause musicale, donc vous avez lancé votre business cette année, de mémoire c'est en mars, hein, c'est ça? Vous avez fait vos précommandes en septembre? Ouais. Donc ça, on va en parler aussi. Donc vous prenez de plein fouet le premier confinement et le deuxième confinement. Vous avez eu des précommandes. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à ça? On en est où? On en est sur le point de livrer les premières précommandes de la campagne de financement participatif. Ouais, c'est vrai qu'on a créé la société en mars et qu'on s'est lancé en septembre. On a pris la crise de plein fouet. On avait déjà reporté. À la base, on voulait faire notre campagne en avril, mais on s'est décidé après le premier confinement à reporter en septembre. Ce qui a été une très bonne décision. Après, c'est vrai qu'il y a un moment aussi où il faut se lancer et que si on fait que reporter tout le temps l'activité, on le fait jamais. Et il y a un moment où on s'est dit, bon, ça y est, on a assez réfléchi et crise sanitaire ou pas crise sanitaire, on lance le projet. Et c'est ce qu'on a fait, ça a bien marché, on ne regrette pas du tout. Donc finalement, on reste optimiste. Honnêtement, on sent que le monde change, notamment dans la mode, et on a envie de faire partie de ce nouveau paysage et on sent qu'on a clairement notre place. D'accord, bah écoutez, c'est très bien tout ça. On vient de parler, on a parlé de vous, on a parlé de votre parcours, on a parlé de ce qui vous emmène hein, aujourd'hui à diriger la société. On voit que vous avez des valeurs très fortes que vous voulez développer. Alors, je le rappelle, hein, vous êtes sur le credo d'une mode respectant des valeurs sociales et environnementales qui doit s'adresser à toutes et à tous. On reviendra sur ce sujet de s'adresser à toutes et à tous. Alors maintenant, nous allons parler business, marketing, démarche commerciale. Alors, c'est plus avec vous, Mathieu, c'est ça qu'on va faire ça? Oui, on connaît tous les deux bien le sujet. D'accord, d'accord. Mais avant cela, ce que je propose, c'est qu'on fasse une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Ça va? C'est un beau. Iggy Pop. J'aime Iggy Pop. Ah, j'ai même pas dit tout à l'heure, Camille Soko. James Brown, ça s'appelle. James Bond. James Bond. Moi, j'ai jamais été très Iggy Pop. Sur le site, le nom du site, c'est quoi? Primitif, on va le dire tout à l'heure. Primitif. Primitiveclothing.com. PR. Moi, je l'ai fondé seul au tout début. En même temps, et comme je le sais, Ouais, c'est Primitive Closing. Closing. Ouais. Et très rapidement, en gros, .com. quand tu dis que tu vas inventer l'expérience aux toilettes et que tu as un entrée, c'est compliqué quoi. C'était un peu sourire. Du coup, j'ai demandé à mon mère en fait d'enfance, c'était mon pote de maternelle qui lui avait monté son agence d'archi entre temps. Solide. De m'aider à modéliser en 3D un truc quoi. Histoire juste que dans mes présentations, j'ai quelque chose à peu près. Et il m'a aidé à modéliser ça, et en fait, on a hyper bien bossé ensemble. Du coup, il est aujourd'hui associé au capital, mais très part-time, il est en très part-time. Il bosse 1 jour par semaine sur Tron, et son associé en fait sur l'agence d'archi parce qu'il était associé sur l'agence d'archi, pareil, 1 jour sur Tron. En gros, j'ai 2 associés qui sont architectes et qui sont 1 jour par semaine sur Tron. Et j'ai le jour où on a dit les Big Mama, qui était notre premier client, donc celui dont tu parlais, à quelques semaines près, il y a un ingénieur des arts et métiers qui nous a rejoint. Et qui lui, pour le coup, mon associé full-time. En gros, disons qu'on est 4 associés au capital, mais je suis le seul fondateur initialement. Et l'équipe? Et l'équipe? Vous êtes combien?
Aujourd'hui, on est 9 du coup en comptant les deux. Primitive Closing, CLOS. Non, THING. Quoi? CLOTHING. Closing. Oui, je le connais. Clothing. Ah, Clothing. ah oui, close, ouais, bien sûr. Close, les vêtements. Pas close. Mais bon, s'en met, c'est bien sûr. Of course. Oui, c'est cool. Et oui, du coup, voilà. Mais la société, en fait, le nom commercial, c'est Primitive. Ouais, c'est Primitif. En fait, c'est le C'est site qui attaché, s'appelle en fait. Primitive Closing. Ouais. Mais bon, on peut dire les Les deux. deux sont pas des kits. Oui, mais le nom commercial. Ouais, c'est Primitif, ouais. Mais tu sais que j'ai eu du mal en fait, à retrouver votre nom. C'est pour ça qu'il apparaît pas tout à l'heure quand j'ai dit Mathieu Hippolyte. C'est une première radio. J'ai retrouvé Mathieu Hippolyte, des interviews de Mathieu Hippolyte, mais pour avoir Mathieu Bruce et Bruce et Hippolyte Hippolyte. Ah oui, non, Pétain, c'est pas évident, c'est vrai qu'on l'utilise jamais. mais bon, mais c'est un choix, ça. Ouais, à chaque fois on signe tous les deux parce que je pense que ce sera sûrement amené à Ah ouais. disparaître avec le temps, mais pour l'instant, Ouais. Je pense que ça nous tient à cœur. Mais c'est une bonne accroche aussi. Hein. c'est un bon créneau, je pense. Ouais. On communique à deux, C'est ça. on est ensemble, comme dirait je sais plus qui. Moi, je sais qui. Oui, pas en mars, C'est bon, je vais gêner. VG Dame, ouais. Je préfère une hip-hop. Vous Ouais. comprenez? Bon, moi, c'est toi qui décides. Hein. Eh bien, nous voilà de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre Iggy Pop dans James Bond. Et au bar de l'économie, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Hugo Volpey, fondateur dirigeant de la société Trône, qui a été créée en 2018. Cette société a pour objet la volonté de réinventer l'expérience aux toilettes. En fait, la société Trône cherche à créer des expériences inoubliables, là où les clients s'y attendent le moins. Et Mathieu Bruce, Hippolyte Pépin, cofondateur dirigeant également de la société Primitive Closing. Primitive, c'est une marque de vêtements streetwear qui représente une mode esthétique et engagée, des vêtements fabriqués 100% à partir de produits recyclés. Alors, on poursuit notre interview avec vous, Mathieu et Hippolyte, et on va y venir maintenant à l'activité proprement dite. Alors, votre produit phare, c'est le hoodie, en français le switch à capuche. Alors, tout d'abord, pourquoi ce choix? Alors, parce qu'on voulait envoyer un message clair sur qui on était, déjà. Donc, au début, on voulait faire t-shirt, chaussettes en même temps. Après, on s'est dit non, le hoodie, c'est l'emblème parfait de ce qu'on est. C'est un basique simple qui se démode pas et qui restera longtemps. Et en plus, quand je parle d'emblème, c'est-à-dire que il est très fort, très fortement ancré dans notre culture. Il a notamment été au cœur de manifestations en Floride quand Trayvon Martin est mort. Donc, on a appelé ça les Hoodies March, pour des raisons de violence policière. Donc, c'est quand même un emblème fort. Et en plus, voilà, il est chaud, il est résistant, il permet de faire du sport, du skate avec, de chiller sur son canapé le soir. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qui se porte bien. D'accord, bah écoutez, très bien, c'est une bonne réponse. On est d'accord là-dessus. Merci. Alors, concrètement, si je veux acheter l'un de vos produits, où est-ce que je peux le voir et comment je fais? Alors aujourd'hui, le mieux, c'est d'aller sur notre site internet, c'est primitiveclosing.com. On est en phase de précommande encore pour les hoodies, donc, et c'est comme ça qu'on fonctionnera pour la plupart de nos produits. C'est-à-dire qu'on va lancer des périodes qui dureront environ un mois, où les gens pourront précommander et nous, on pourra justement adapter les commandes en fonction des besoins des clients pour pas surproduire, faire trop de stock et vraiment s'adapter et pas produire dans le vide, quoi. D'accord, donc si Ouais. je commande, alors je continue, si je commande aujourd'hui, je l'ai quand mon hoodie? Alors aujourd'hui, on a une petite marge par rapport aux préventes qu'on a fait au mois de septembre. Du coup, ils seront livrés juste avant Noël. D'accord, donc je Il pourrais en l'avoir reste comme encore cadeau de quelques-uns. Noël. D'accord. Ouais. Et si je veux faire un cadeau, combien ça va me coûter ce hoodie? 90 €. C'est cher ou c'est pas cher? C'est ce qui nous permet de le produire, enfin c'est comme ça qu'on vit, et c'est surtout ce qui nous permet de financer une chaîne propre et un vêtement résistant qui dure longtemps et confectionné à partir de matières recyclées et en France. Alors je vous taquinais un peu sur la question, mais je pense que vous avez regardé sur le marché et sur le peu de connaissances que j'ai sur ce marché, vous êtes dans le marché en fait sur ce prix-là, hein? Ouais, on est clairement aligné sur les prix des grandes marques qui, elles, vendent plutôt du marketing et une image de marque un peu qu'on peut voir partout. Nous, c'est juste qu'en fait, on va faire beaucoup de moins de marge qu'elles, mais on va pour le coup mettre l'argent là où il y en a vraiment besoin, donc sur des acteurs locaux, sur des acteurs qui en valent la peine, dans des bonnes matières, dans du savoir-faire, et on vend justement un produit de qualité bien fait plutôt que d'aller chercher des pubs et remplir des abribus de je ne sais
je ne sais quelle pub. Je vois bien votre idée là-dessus. Alors, dites-moi, en termes de distribution, donc si on veut l'acheter aujourd'hui, c'est exclusivement sur votre site internet. Est-ce qu'en termes de vente, vous comptez développer d'autres circuits de distribution ou vous voulez rester exclusivement sur votre site? Non, évidemment, on va faire appel à des revendeurs, on l'espère. On va aussi essayer de faire fleurir ce qu'on appelle des pop-up stores, donc des shops éphémères. Mais ça, il faudrait que le Covid arrête ces bêtises. Et donc voilà, on va se développer aussi, essayer d'être présent sur des festivals. On l'a été en fin d'été là pour présenter notre projet avant la campagne de financement participatif. Mais donc voilà, il faudrait que la crise sanitaire s'arrête pour nous permettre aussi de bien s'implanter physiquement dans une image de marque qui va au-devant des gens. D'accord. De toute façon, là, on est tous contraints par cette crise sanitaire et vous attendez qu'elle prenne une autre dimension pour pouvoir donner un deuxième coup de pouce à votre affaire. Alors, vous parliez tout à l'heure en fait de produits avec le produit phare. La question qui va venir derrière, c'est, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais vous comptez avoir d'autres produits dans votre portefeuille? Ouais, bien sûr. Le but, c'est de devenir une marque à part entière. On s'est lancé avec les hoodies pour avoir un message clair et fort pour la campagne. Mais maintenant, on est déjà sur des nouveaux produits. Là, en ce moment, on bosse sur des t-shirts et des chaussettes. On a aussi des bobs qui sont en train d'être testés. Et le but, voilà, c'est petit à petit, en fonction de la demande du client et en fonction aussi de nos envies et de ce qu'on voit, c'est de produire des nouveaux vêtements petit à petit. Juste, évidemment qu'on ne fera pas des collections à chaque saison pour renouveler la gamme, mais ouais, clairement, une marque à part entière. Alors, vous parliez de bob, en fait, la mode du bob va revenir, en fait. On va laisser un peu de côté la casquette et c'est le bob. Alors, le bob, on est en plein dedans. Hein. Ah, pardon, excusez-moi, donc on n'a pas le même âge, effectivement. Hein. C'est drôle de se faire recadrer comme ça de temps en temps, hein, Philippe? Non, mais c'est fait gentiment. D'accord, donc en fait, vous allez avoir une gamme de produits qui va se développer pour offrir effectivement une palette beaucoup plus large. Ouais, bien sûr. Alors, il y a un sujet sur lequel, en préparant l'émission, j'aimerais vous interviewer. Vous parlez d'une mode plus lente et plus respectueuse. Alors là aussi, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, c'est intéressant parce qu'on est en plus dans la période des fêtes, on est aussi près de 2 semaines après le Black Friday. Ce qu'on entend par plus lent, c'est une consommation raisonnée. Et donc en fait, acheter un produit parce qu'on en a une utilité, parce qu'il répond à un besoin, parce qu'il va durer longtemps. On parle beaucoup de ce qu'on appelle le coût d'usage dans cette mode-là, c'est-à-dire quel est le coût qu'on va mettre dans un habit par rapport au nombre de fois où on va le mettre. C'est-à-dire, je mets 90 €, mais si je le mets 10 fois, au final, voilà, le coût d'usage se réduit. Par contre, si on le met qu'une fois et qu'on le jette après parce qu'il vaut plus rien ou parce qu'il s'est déformé, etc., c'est sûr que ça coûte quand même cher. Donc voilà, nous, on travaille là-dessus, sur une mode plus lente, donc qui répond à un besoin, et plus respectueuse, donc qui produit moins, des matières propres, encore une fois, qui respecte aussi ses salariés. Donc voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors pour poursuivre en fait sur ces idées, je suis allé sur votre site internet qui est d'ailleurs très clair et on peut donner le conseil à nos auditeurs d'y aller. Vous avez donné l'adresse tout à l'heure, on la rappelle? C'est primitiveclothing.com. D'accord. Alors j'ai relevé 2 points qui étaient très intéressants sur lesquels je souhaiterais aussi que vous développiez votre façon de voir. La première, c'est qu'en fait, vous interpellez le public, je pense votre cible, on n'en a pas parlé d'ailleurs de votre cible, vous allez la préciser, et vous attendez en fait qu'il vous donne des idées pour vos prochains produits. Vous nous expliquez cette démarche? C'est ça, le but c'est de solliciter un peu nos clients ou nos potentiels clients, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on a aussi des formulaires sur notre site. En fait, c'est un peu tout bénef pour tout le monde parce que d'un côté, on leur demande ce qu'eux ils aimeraient voir chez nous, et en fonction de s'il y a des réponses qui reviennent plusieurs fois, nous on va se dire qu'il y a quelque chose à faire et que des gens ont besoin d'un certain vêtement, on va l'adapter à notre sauce et le faire de la meilleure manière possible. Et en même temps, on va aussi proposer des sondages aux potentiels clients sur des différences de design, sur leurs couleurs préférées, ce genre de choses, pour être sûr que derrière ça plaise aux gens, donc que eux ils soient pas surpris et que ils soient pas déçus du produit qui sort. Et nous, ça nous permet aussi d'être sûr que derrière on va pouvoir vendre un certain nombre à nos clients. D'accord, très bien. Écoutez, la deuxième idée, ça concerne votre vision. C'est comme ça que vous l'appelez d'ailleurs sur votre site internet, car vous exprimez vos valeurs et la manière dont vous voulez faire du commerce. Vous avez commencé à l'évoquer. Je souhaiterais qu'on en reparle un petit peu plus en détail et que vous nous disiez tout ça parce que ça résume très bien en fait votre façon d'être et votre façon de faire aujourd'hui. J'aimerais que vous la développiez. Alors nous, notre idée, c'est quand même d'être plus ce qu'on appelle une PME qu'une start-up, c'est-à-dire que on veut se développer progressivement
répondre à un besoin, ne pas être pris au piège d'investisseurs qui demandent une grosse part de gâteau. Je cite des choses que j'ai déjà entendues. Nous, notre idée, c'est pas de fournir des dividendes les plus gros possibles à des actionnaires qui sont là pour la thune. Nous, ce qu'on veut, c'est produire des vêtements qui changent les choses et participer à une économie responsable, comme vous le disiez au début de cette interview. Et c'est vrai que c'est ça qu'on veut, et pour ça, on doit rester indépendant. On a envie de le faire bien à notre rythme, de se développer progressivement, de répondre à un besoin. Et c'est ça notre manière aujourd'hui de considérer notre marque, et c'est comme ça qu'on l'appréhende. Et voilà, quoi, c'est hyper important pour pas sombrer dans le piège de la croissance et après partir à volo et devoir absolument vendre des vêtements. Ce qu'il faut, c'est vendre des vêtements dont on a besoin, et des vêtements de qualité. On voit bien, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est qu'au-delà du produit et de votre démarche sur l'aspect commercial, en fait, vous voulez qu'il y ait un bon équilibre entre des valeurs que vous voulez voir développer et que ces valeurs se développent aussi dans le commerce. Et c'est cet équilibre-là que vous souhaitez parcourir. Je pense qu'on l'a bien démontré aujourd'hui. Alors, une dernière question, parce que en préparant l'émission, vous m'avez aussi parlé d'écologie. Et vous m'avez dit, l'écologie, il faut faire attention, il ne faut pas qu'elle divise. Ça veut dire quoi, ne pas diviser? L'écologie ne doit pas diviser. Aujourd'hui, c'est vrai que l'écologie, on peut penser que c'est un combat évident à mener par tous et pour tous. Aujourd'hui, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est vrai que notamment le prix des produits montre que c'est pas accessible à tous. Et même si nous, aujourd'hui, on vend des goodies à 90 €, c'est sûr que notre but, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde soit concerné par ce message, aller chercher tout le monde. Et en fait, on dit souvent avec Hippolyte, on n'a pas de concurrent dans cette mode-là responsable. Nous, on adresse une nouvelle cible, on s'adresse à une nouvelle demande, qui est une demande qui est une culture streetwear qui n'est pas du tout adressée pour l'instant par la mode éthique. Et donc voilà, c'est ça, pas diviser, c'est essayer d'aller chercher tout le monde. Nous, on a lancé ce projet-là parce qu'on ne se reconnaissait pas du tout dans l'offre qui existait, dans la mode éthique. Et donc voilà, quoi, c'est ça, ne pas diviser, c'est penser à tout le monde et essayer de faire en sorte qu'on fait front ensemble face à cet enjeu-là qui est de taille. Eh bien, merci pour votre réponse, Mathieu. Mathieu Brousse, Hippolyte Pépin, je crois qu'on arrive au terme de votre interview. Je pense qu'on a bien mis en valeur, moi, ce que j'entendais, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, le produit, l'aspect business, mais du business pas n'importe comment, du business avec des valeurs fortes que vous défendez, que vous développez. Et je trouve que vous l'avez fait très bien aujourd'hui. Donc, merci pour votre franchise et votre transparence. On ne peut vous souhaiter qu'une belle croissance et plein de bonnes choses pour vous. On rappelle une dernière fois le site. Merci beaucoup, c'est primitiveclothing.com. D'accord. Eh bien écoutez, maintenant nous allons changer de sujet avec Hugo Volpelli qui nous parlait de Trône. Trône, c'est une société, je l'ai dit, qu'il a fondée en 2018. Mais avant cela, on fait une respiration musicale. Ah, ça c'est ma génération, ça. Ça c'est ma génération, ça. Ouais, c'est un remix de Kaigo, c'est Merde. Lequel C'est Donna Summer. Ouais, mais c'est Kaigo qui a remixé. Enfin, on a commencé un deuxième, mais on a commencé Comment ça s'écrit? Kaigo, Ouais. C'est AIGO? Écoute, K-Y-G-O. C'est toujours des connaissances, mais c'est comme des pros. Et le titre, Là, c'est j'imagine. Excusez-moi, j'ai besoin d'une légende sous la photo. Est-ce que chacun peut mettre nom, prénom, numéro de téléphone, ville et tout ça, mensuration? Non, mais juste votre fonction et pourquoi vous êtes venu ici. Parce que c'était moi. Tu m'as donné, mais j'ai pas assez. Ouais, excuse-moi. Numéro de téléphone. Ils sont venus pour? Oui, je sais. Non, mais c'est pour publier sur la page Facebook de la radio. Super. Excellent. Comme ça, après, ils vont liker, ils vont repartager auprès du lycée, du collège, des écoles primaires et tout ça. Tu vois, quand j'ai tapé le site internet, Ouais. T'as écouté prononce là? closing. T'as écouté? Alors, c'est pas évident parce que Je sais, à l'oreille, c'est close. J'ai l'impression que je vais un peu vite. c'est vrai. C'est peut-être possible. Non, Ça va, c'est je rythmé m'applique quand pas sur même. l'accent. Oui. Non, Je suis anglais. Non, T'as c'est des vrai, bons mais clients, par t'as Ah contre, oui, je mais cherche ça, c'est- closing.
Donc du coup, tu en penses quoi de nos toilettes là, ça? Ils sont exceptionnels. Ah si, ils sont quand même Ils sont exceptionnels, t'as vu? Ils sont extrêmement propres déjà. Tu t'es assis Ça, et c'est tout, important. t'as testé et tout. Bien toujours. Même le papier, t'as vu, il est doux. Il est bien. Il s'est endormi, on a dû triplé chercher, patient. on a tapé. et tout. Non, on déconne, c'est sérieux. Ah bah oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Je commence à avoir vraiment chaud. Parce qu'ils tiennent chaud en plus, les hoodies. Ah, ils Et vous dites- sont conforts, ils sont résistants, c'est incroyable. En plus d'être doux, ils sont hyper chauds. Alors donc, t'en achètes qu'un et. il était Ah bah monté. ouais. Ouais, et le logo est sympa, je trouve. Et bah merci, on s'est bien cassé la tête dessus. Bah Ça non, fait ouais. bien plaisir. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, parce que ça, vous n'allez pas pouvoir le changer tous les 6 mois. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'on a pris le temps en fait. Ouais. De bien réfléchir au truc. Vous l'avez fait vous-même ou vous avez fait une société? Non, Ouais. ouais. Ah, pas une société, bah, c'est une Enfin, connaissance, mais ouais. bon, c'est une pro aussi. Allez, on reprend. Non, pas tout de suite, je suis pas prêt. Ah oui, ça y est, je suis prêt. Et bien, nous revoilà de nouveau ensemble. Vous venez d'écouter en fait le remix de Kaigo, un remix de Donna Summer, Hot Stuff. Au bar de l'économie, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathieu Brousse et Hippolyte Pépin, cofondateurs et dirigeants de la société Primitive Clothing. Primitive, c'est une marque de vêtements streetwear qui représente une mode esthétique et engagée. Des vêtements fabriqués 100% à partir de produits recyclés. Ainsi que Hugo Volpey, qui est fondateur dirigeant de la société Trône. Cette société a pour objet la volonté de réinventer l'expérience aux toilettes. En fait, la société Trône cherche à créer des expériences inoubliables là où les clients s'attendent le moins. Alors, Hugo Volpey, quand je parle de l'activité de votre société, en fait, je pourrais être plus précis et dire que votre produit phare, ce sont des toilettes. Nous allons en parler, bien sûr, hein. Mais avant cela, au bar de l'économie, nous, ce qu'on aime bien, c'est connaître en fait les histoires de ces projets, l'histoire de nos invités et comment ensuite ces projets deviennent réalité. Alors pour cela, nous avons besoin d'en connaître un petit peu plus pour vous. Vous êtes jeune, vous avez 28 ans, je crois, c'est ça? 29 ans. 29 ans. Ah, je vous ai rajeuni. J'ai grandi. 28 ans, mais vous avez déjà pas mal d'expériences marquantes à votre actif. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, du coup, moi c'est Hugo, 29 ans, je suis né à Nice, Corse d'origine. J'ai voulu faire pas mal de choses dans ma jeune vie. J'ai voulu monter une marque de fringues comme Mathieu et Hippolyte du coup. J'ai voulu être architecte, j'ai voulu ouvrir des restos et j'ai finalement fait une école de commerce et j'ai décidé de lancer Trône, donc de fabriquer des toilettes. Mais en réalité, c'est plus que ça. Ça regroupe pas mal de toutes ces choses dont j'ai parlé juste avant. On crée une marque forte, c'est un de nos gros enjeux, créer du désir sur un objet qui n'en a jamais suscité. On adresse des restaurants, des hôtels aussi, et on bosse au quotidien avec des architectes, des designers. Donc en fait, ça regroupe pas mal d'éléments qui sont clés pour moi et dont on va parler à l'instant. Alors dites-nous tout d'abord comment vous est venue cette idée d'aller sur le secteur des toilettes. C'est pas très sexy comme domaine. Alors moi, je trouve ça très sexy pour plusieurs raisons. Mais avant de vous répondre sur ce point-là, comment l'idée m'est venue? En fait, tout simplement, il y a quelques années, je vais à Londres passer un week-end, retrouver mon meilleur ami. Il m'emmène dans un restaurant qui s'appelle Sketch. Pour vos auditeurs, s'ils souhaitent regarder, vous pouvez taper Sketch Toilet, S-K-E-T-C-H, puis en toilette en anglais. C'est un immeuble dans lequel il y a 2 restaurants, 3 bars avec des ambiances radicalement différentes à chaque fois. Et il y a une immense pièce en fait qui est dédiée aux toilettes, qui doit faire 70 mètres carrés à peu près, avec un plafond avec des lumières qui changent tout le temps, des bruitages un peu particuliers, des miroirs où on se voit à la fois de près de loin. Et en fait, il y a des grandes cabines, des grands œufs en plein milieu de la pièce qui servent en fait de cabine de toilette. Et on ouvre cette cabine de toilette, on ouvre cet œuf, et en fait, il y a des toilettes à l'intérieur qui sont des toilettes blanches classiques comme on les a toujours vues. Et du coup, moi, en allant là-bas, du coup, je vois pas mal de personnes prendre des photos de ces toilettes, se prendre en photo dans ces toilettes, ce qui est quand même assez rare. Je vous le disais, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui tourne autour de l'architecture, du design. En sortant de ce resto, je regarde qui est le designer, l'architecte qui a fait ça. Je trouve que c'est un designer français qui s'appelle Noé Duchauffour-Lorenz. Je tombe sur des dizaines d'articles en fait sur le sujet des toilettes de Sketch. Et mais c'est marrant, puisque j'aimais bien aussi tout ce qui tourne autour de la restauration, mais des restaurants où il y a une expérience un petit peu sympa, où il y a une déco un peu waouh. Aujourd'hui, il y en a de partout, dans toutes les capitales, mais dans toutes les villes.
Par contre, aux toilettes, il se passe jamais rien. Et on a beau avoir une traduction de son ADN de marque dans la salle d'accueil, on n'a pas de traduction de son ADN de marque aux toilettes. Et du coup, pour parfaire l'expérience de A à Z, donc de l'assiette aux toilettes, il ne faut pas s'arrêter à la porte des toilettes, il faut aller jusqu'aux toilettes. D'accord. Et Écoute, juste pour rebondir sur votre deuxième point qui est est-ce que c'est sexy, pas sexy, moi en réalité je trouve ça très sexy parce qu'on rend sexy un produit qui ne l'est pas. Ça c'est la première chose. Moi je suis très fier de bosser avec de belles matières, de super artisans, de voir mon produit au quotidien. Je pense pas à ce qu'on y fait dessus. Et deuxième chose, ce qui est sexy aussi, c'est le challenge d'un point de vue un peu marché. On arrive sur un marché aux mains de mastodontes avec des gros acteurs, des vieux acteurs. Et du coup, ça rend le challenge d'autant plus sexy. alors, on va quand même rester sur votre démarche marketing qui est originale, car pour vendre des toilettes, en fait, vous dites, et je reprends les termes de votre page d'accueil, je suis allé sur votre site internet, là aussi, c'est quand l'intime devient sublime. Beau slogan. C'est beau ça, vous développez un peu? Oui, bien sûr. En fait, nous, un des gros enjeux, c'est de susciter du désir sur un objet qui n'en a jamais suscité, comme je le disais à l'instant. Nous, notre ambition, en fait, c'est de vous donner envie d'aller acheter vos toilettes. Donc, j'invite d'ailleurs vos auditeurs à aller regarder pour savoir un petit peu plus. C'est le site, c'est www.trône.paris ou l'Instagram trône-paris, tout simplement. En fait, l'idée, c'est de faire de cet achat un achat plaisir, au même titre que si vous aimez la déco, vous allez être content d'aller acheter votre canapé, votre chaise, votre lampe, votre table. Non, pourquoi pas vos toilettes. Pas un achat contraint, quoi. Pas un achat contraint et surtout pas un automatisme, en fait. En réalité, l'achat de toilettes, c'est un achat que les gens ne font que très rarement. En réalité, c'est un choix qui est délégué à l'installateur en général. Donc, c'est pas du tout un choix qui est fait. Et nous, notre ambition, c'est d'en faire un choix. Et du coup, c'est un objet sur lequel vous passez en moyenne 3 ans de votre vie. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même une réalité. C'est un objet que vous voyez plusieurs fois au quotidien. Donc pourquoi ne pas passer du temps, pourquoi ne pas faire de cet achat un achat plaisir, au même titre que les autres éléments que j'ai cités auparavant. D'accord, très bien. Écoutez, on comprend bien que vous voulez créer ce qu'on appelle une rupture sur un marché qui est très traditionnel et qui est couvert aujourd'hui par des acteurs importants. Alors comment on fait pour se créer une place sur ce marché? C'est assez délicat en réalité parce que sans trop rentrer dans le détail, on est sur un marché aux mains de gros acteurs. Pour vous la faire court, en Europe, il y a 5 acteurs qui trustent 93% du marché. Donc c'est un marché aux mains de mastodontes, c'est un marché aux mains d'acteurs vieillissants selon nous. C'est pas un défaut d'être vieillissant, mais voilà, c'est pas si anecdotique que ça. On entend bien. Les 10 premiers acteurs du marché, pour l'anecdote, ont 136 ans de moyenne d'âge. Et du coup, comment se faire une petite place au sein de ce marché? C'est pas facile, mais c'est pour ça, c'est le challenge qu'on trouve intéressant au-delà de ça. Il y a plusieurs sujets. Pour moi, il y en a 4. Il y a le sujet du produit, du design produit. Donc, arriver à créer un beau produit, un produit que les gens ont envie d'acheter. Donc ça, on en reparlera, j'imagine, après. Mais nous, on travaille des mèches de la céramique, on a ce réservoir d'eau transparent où on voit l'eau qui descend, qui remonte, donc ce qui confère une expérience un petit peu ludique au produit. Il y a le sujet de la technologie. Aujourd'hui, on est sur une réinvention essentiellement esthétique, mais on va dans notre deuxième génération en février, où on coupe toujours un design réinventé avec une technologie qui va nous permettre de supprimer les odeurs. Donc en moins d'1 minute, ça ne sentira plus jamais mauvais aux toilettes. Donc ça, c'est le deuxième sujet, pour moi, c'est la technologie. Le troisième, c'est la chaîne de valeur. Aujourd'hui, la chaîne de valeur traditionnelle, c'est de passer par la distribution. Nous, on ne passe pas par la distribution. Distribution qui coûte cher généralement. Qui coûte cher exactement, et qui se retrouve du coup dans le tarif public que paye chaque personne qui s'achète un toilette, un canapé, etc. Nous, on ne passe pas par la distribution, on va en direct, donc vous nous faites une demande sur le site internet, on vous appelle et c'est parti. Et dernier point, ce qui est clé, c'est la marque. Pour moi, ça c'est un de nos gros facteurs clés de succès. J'en ai parlé plusieurs fois, c'est comment on suscite du désir sur cet objet-là. Aujourd'hui, je pense que vous n'avez jamais eu envie, vous Dominique, d'aller acheter vos toilettes. Et nous, notre ambition, c'est de vous donner cette envie-là. C'est pas facile, parce que c'est un sujet qui est très tabou, notamment en France. C'est pas un sujet tabou de partout, Au Japon, par exemple, c'est pas du tout un sujet tabou. Mais donc voilà, il y a cet enjeu-là de marque qui est important et qui, pour nous, nous permet de petit à petit nous faire une petite place sur ce marché. Alors, on va y venir sur le produit. Vous allez pouvoir développer en fait la qualité du produit et l'aspect technologique. J'aimerais qu'on reste un tout petit peu sur l'entreprise Trône pour l'instant. Aujourd'hui, vous êtes combien d'ailleurs dans votre entreprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 9 et on sera 14 à la rentrée de janvier. Et quelles sont, si je vous pose la question en termes de compétences, quelles sont les compétences qui sont à l'intérieur de votre entreprise et celles sur lesquelles vous allez chercher à l'extérieur? Parce que vous l'avez déjà évoqué, ce produit, il est très technique en fait. Ouais. Alors nous, pour schématiser, notre équipe elle est divisée en 3 pôles. Le premier, c'est des ingénieurs, donc des ingénieurs méca, des ingénieurs hardware, produits.
Le deuxième, c'est le direction artistique, DA, donc avec 2 architectes designers. Et le troisième, c'est la partie business qui là est scindée en 3 parties. La partie sales, la partie ce qu'on appelle growth and acquisition, donc à base de growth hacking, je peux rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Et la troisième qui est la partie marketing et communication. Donc ça, c'est la structure de l'équipe actuelle. Et vous me disiez votre deuxième question? La question, c'est en termes de compétences, parce qu'on voit qu'il faut des compétences multiples, donc vous les avez pas toutes en interne? Non, bien sûr. Alors, on les a déjà pas toutes en interne aujourd'hui, on les avait encore moins au lancement. Moi, au tout début, alors il se trouve que très rapidement, j'ai mes associés Romain, Camille, Antoine qui m'ont rejoint, mais au tout début, j'étais seul et on fait une formation commerciale pour aller chercher, pour savoir comment faire des toilettes, c'était pas évident. Donc la clé pour moi de l'entrepreneuriat de manière générale, c'est de savoir bien s'entourer. Et en effet, il y a plein de compétences à aller chercher. On est allé chercher un mouleur qui nous a mis en relation avec quelqu'un qui coule la céramique à l'intérieur de ce moule, qui nous a mis en relation avec quelqu'un qui nous fabriquait nos lunettes en bois, etc., etc. Donc oui, on a bien évidemment dû s'entourer de partenaires, et notamment de tous nos partenaires industriels. Et vous faites en fait du 100% Made in France? Nous, on fait du 100% en France. Ouais. Alors expliquez-nous comment vous faites, et expliquez-nous ce choix surtout. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, ce choix qui est fort aujourd'hui et qui est porteur, comment vous en êtes arrivé là et ce que ça vous apporte? Alors déjà sur le produit en tant que tel, comme ça me permet d'en parler un petit peu, on a une assise en céramique, donc comme tous les acteurs du marché. La différence en fait, c'est que nous on va travailler l'émaillage de cette céramique. L'émaillage de cette céramique et en fait lui donne sa couleur. Donc on va avoir des panachés bleus, des mouchetés rouges, des écaillés verts, etc., etc. Cette cuvette, on l'a fait à Dèvres, donc dans le nord, près de Lille. Ensuite, on s'assoit sur une lunette. Donc la lunette, nous, elle est faite en bois, en frêne. Elle est faite à Arras, dans le nord aussi. On a ce réservoir d'eau qui est en verre, qui lui est fabriqué à 1h30 de Paris à l'ouest. Et après, tout ce qui est pièces en métal, il y en a plusieurs sur l'objet toilette en tant que tel, elles sont faites à 1h30 de Paris à l'est. Du coup, pourquoi ce choix? En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a une question d'engagement, bien évidemment, je pense qu'on y reviendra après. Il y a aussi une question, quand on s'est lancé, de simplicité, en toute transparence. On s'est lancé, je pourrais revenir là-dessus après, on avait 5 mois pour sortir de terre cette toilette parce qu'on avait dealé notre premier client et on n'avait pas d'ingénieur dans l'équipe, pas de société immatriculée, pas de partenaire industriel, on avait 5 mois pour sortir de terre cette toilette. Et pour sortir de terre cette toilette, oui, on aurait pu aller en Asie, on aurait pu aller en Turquie, qui sont plutôt les 2 zones qui fabriquent le plus de toilettes. Mais déjà, c'est un coût, tout simplement. Il y a la barrière de la langue. On est sur un produit technique, on n'y connaissait strictement rien. Donc la communication aurait été plus compliquée. Donc on a fait ce choix-là de fabriquer en France. Donc pour des questions de simplicité, pour des questions de logistique aussi, parce qu'on est quand même sur un produit lourd, volumineux. Donc ça a un coût, la logistique. Et après, c'est surtout un choix d'engagement. On souhaitait mettre en avant ce circuit court. Donc en gros, nous aujourd'hui, on fait tous nos têtes à moins de 300 km de Paris. Et économiquement, c'est viable et c'est pérenne? C'est viable économiquement? C'est viable, évidemment. Maintenant, évidemment, ça a un coût aussi. Maintenant, la question, c'est de savoir si le consommateur est prêt à ce léger surcoût. Oui, si on faisait si on fabrique notre céramique en Chine, évidemment, on pourrait diviser par 2 ou 3 le prix de notre, peut-être pas 3, mais par 2 le prix de notre produit. Maintenant, c'est un choix qu'on a fait. C'est comme si je prends le parallèle avec l'alimentation, le choix du bio, par exemple. Oui, ça a un surcoût, mais ça a aussi pas de nombreux bienfaits. Et autant c'est une tendance qui commence à être fortement ancrée dans l'alimentation, qui commence à se ressentir pas mal dans le design, et qui du coup pour nous paraît légitime. Et ce que ça implique aussi, c'est un changement de business model. Nous, pour maintenir un tarif intéressant pour le consommateur, on décide du coup de ne pas passer par la distribution, ce qui nous permet d'avoir une marge qui est plus faible et qui permet surtout aux consommateurs de pouvoir s'acheter cet objet-là à un prix compétitif. Alors, vous faites le lien en fait avec l'action suivante que je voulais vous poser et que je vous pose quand même. Vous dites que vous travaillez en circuit court. Ouais. Donc le circuit court, allez-y, rappelez-le. Le circuit court, tout simplement, c'est qu'on fabrique nos toilettes à moins de 300 km de Paris. Donc on a peu d'intermédiaires. On n'a pas d'intermédiaire même. On travaille en direct avec chacun de nos partenaires que je vous ai cités juste avant. Et tout est fait à moins de 300 km de Paris. Et honnêtement, aujourd'hui, sur le marché, vous ne trouverez pas de toilettes qui sont fabriquées à 100% à moins de 300 km de Paris. Et en termes de distribution, vous voulez être exclusif sur la distribution? Pour l'instant, on ne vend qu'en direct. C'est possible qu'on ouvre à la distribution, mais de manière très ponctuelle sur 2021. On y réfléchit. C'est un de nos gros sujets du début d'année prochaine, c'est de réfléchir à notre modèle. On a plusieurs idées en tête et on va tester ces différentes idées. Et puis, il y avait un troisième point aussi que j'ai relevé, c'est, vous l'avez
un peu effleuré, c'est en fait comment vous préservez l'environnement. Ça, je fais appel à l'aspect un peu plus technologique de votre produit. Alors nous aujourd'hui sur la préservation, sur l'écologie au sens large, nous on a une consommation d'eau qui est minime, on est sur du 3 litres, 6 litres. Alors on n'en fait pas un argument majeur non plus parce que on n'est pas les seuls à faire du 3 litres, 6 litres. En réalité on pourrait même faire moins, nous on est capable de faire moins. Pourquoi on fait pas moins? C'est qu'en fait on transpose le problème écologique à un autre endroit qui est au niveau des canalisations. C'est-à-dire que si aujourd'hui on décide de mettre 2 litres, 4 litres par exemple, ce qu'on est capable de faire, on a des ingés qui ont bossé là-dessus et on est capable de le faire. Par contre, on transpose le problème au niveau des canalisations, puisqu'en fait, tout simplement, les pentes des canalisations sont pas assez élevées pour absorber un petit volume d'eau lorsqu'on tire la chasse d'eau. Donc en fait, là, on transpose le problème ailleurs. C'est un autre sujet. Peut-être qu'on y viendra un jour, mais disons que c'est pas une priorité à très court terme. C'est pas d'aller adresser les canalisations. Alors, si on veut voir vos produits, qui sont, moi, quand je les ai découverts, il y a vraiment un effet waouh hein, quand on les veut les voir. On va où? Alors, on peut les voir un petit peu partout. On a pas mal quadrillé la France depuis notre lancement. On est bien sûr beaucoup présent à Paris, donc ce qui est sûrement le plus pertinent pour vos auditeurs. À Paris, vous pouvez les retrouver dans plein de restaurants. On est présent chez Big Mama, qui était notre premier client. On est présent chez Stéphanie Lequelec, qui est la première chef 2 étoiles en France. Mais on est présent aussi dans des pizzerias. On est présent chez Popine, par exemple. On est présent chez Dalmata. On est présent chez Aster. On est présent dans tout un tas de restaurants, d'hôtels, de bureaux d'entreprise, donc c'est un peu moins accessible pour le public. Et sinon, on est présent en province, on est présent à Nice, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, un petit peu à l'étranger, Amsterdam, Londres, Bruxelles, Genève, Lausanne. Ah d'accord, donc vous avez déjà un développement qui est international, plutôt européen plutôt européen pour le moment, d'accord. À Beyrouth également, plutôt européen pour le moment, et bientôt, a priori, de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, alors si vous me donnez envie d'aller acheter des toilettes chez vous, il faudrait que vous me donniez aussi le prix. Combien ça vaut des toilettes avec la cuvette? Ouais, alors c'est entre 1520 et 1920 euros hors taxe, selon le modèle que vous souhaitez. Donc on a une gamme unie, donc avec des modèles tout bleu, tout rouge, tout rose, tout blanc. Donc là on est à 1520 hors taxe. Et les modèles originaux, donc là on travaille un peu plus les mailles de la céramique, on va être à 1920 euros hors taxe. D'accord. Alors, et bien sûr, on peut vous retrouver sur votre site internet. Hein. Je vous laisse redonner l'adresse. Bien sûr, www.tron.paris. Et pour information, parce que vous me demandez les prix, on sort notre second modèle en février-mars prochain. On devrait être plutôt autour des 600, 700 euros. D'accord, donc un produit plus accessible. Un petit peu plus accessible. D'accord. Alors, soit dit en passant, hein, sur votre site internet, vous avez, je pense, très bien travaillé votre référencement. Car lorsque l'on tape Tron, T-R-O-N-E, sur le moteur de recherche, eh ben, vous sortez tout simplement en premier. Hein. Vous n'avez rien laissé au hasard. Non, c'est un sujet qu'on commence à aborder depuis 6 mois aujourd'hui. On a eu la chance en fait d'avoir pas mal de traction, mine de rien, de réinventer l'expérience aux toilettes. Ça fait tilt auprès de pas mal de monde. Donc on a eu la chance d'avoir pas mal de presse, d'avoir des invitations comme avec vous aujourd'hui, ce qui nous aide sur le référencement. Et après on a travaillé parce que c'est un vrai sujet, c'est ce qu'on appelle le SEO. C'est un vrai sujet avec du contenu à rédiger de manière intelligente. Et c'est un travail que fait mes équipes depuis maintenant 6 mois et qui porte ses fruits puisqu'on est devant l'album de Booba qui s'appelle Throne également. On est devant Game of Thrones, on est devant pas mal de monde en effet. Ah ben c'est bien de le relever, c'est bien de le dire. Bon alors aujourd'hui vous avez 2 ans d'activité. Oui, exactement. 2 ans d'activité, ben, vous aussi vous prenez le confinement de plein fouet, premier, deuxième confinement. Vous en êtes où aujourd'hui? Bah écoutez, très honnêtement, d'une manière très transparente, évidemment ça a été difficile, étant donné qu'aujourd'hui nous on fait à peu près 80% de notre chiffre avec du B2B, du coup donc essentiellement restaurants, hôtels, bureaux d'entreprise, et 20% avec du particulier. Donc le gros de notre chiffre se fait avec des restaurants qui ont bien évidemment été fortement impactés. Donc ça a été un petit peu plus difficile, alors on va pas se plaindre, hein, ça a été pire pour eux, c'est pour ça qu'on est en soutien auprès d'eux. Donc c'est le particulier qui nous a aussi beaucoup permis de tenir pendant cette période-là. Après tous les projets n'ont pas été arrêtés, beaucoup de projets ont été en stand-by, beaucoup de projets se sont faits malgré tout et ont effectué leurs travaux pendant cette période-là. Donc ça nous a permis d'avoir une activité qui était correcte, un peu en deçà de ce qu'on avait prévu initialement avant l'arrivée du Covid, mais on fait une année qui est très correcte par rapport à ce qu'on aurait pu connaître. Et les retours clients, que disent vos clients de vos produits? Ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup et ils se prennent en photo, c'est ça. En fait, c'est pas ce qu'on cherchait forcément, mais en fait, ce qui est assez marquant, c'est qu'on avait estimé, rien que chez notre premier client qui était Big Mama, du coup, sur son restaurant La Felicita, à plus de 100 000 le nombre de selfies qui ont été pris là-bas. Donc, en fait, c'est mine de rien un signe
que ça fait parler, ça plaît, ça amuse. C'est le but, hein, on va pas se prendre trop au sérieux non plus. Et donc c'est un bon élément qui permet de montrer notre traction. Très bien. Et puis, il y a Bim Bam Boum, votre décision de lever des fonds. C'est fait depuis le début de ce mois. Alors, vous levez 2 millions, hein, c'est pas rien. Alors, la première question que j'ai à vous poser, ça a été compliqué de lever des fonds dans cette période? Très honnêtement, pas tant que ça. On a eu de la chance. On a réussi à convaincre de grands entrepreneurs français. On est très fiers du tour de table qu'on a réalisé. C'est uniquement auprès d'entrepreneurs français. Donc, pour en citer quelques-uns, on a Xavier Niel, on a Victor Lugard de Big Mama, on a Othman Boulal de Captain, on a Frédéric Jousset de Webhelp, Les Beaux-Arts, Véronique Morali de Webedia, enfin bref, tout un tas de... Oui, vous avez du lourd, j'ai lu Ouais, ça, c'est vous des- avez du lourd sur le tour Non, de on est table. très hein. fiers, c'est vraiment des entrepreneurs qui, moi, à titre personnel, m'inspirent au quotidien, qui inspirent, je pense, pas mal de monde, qui sont dans une démarche de nous accompagner sur le long terme. Ils sont pas du tout dans une démarche de retour sur investissement à très court terme. Donc ça, c'était quelque chose qu'on recherchait fortement. Et puis, qui sont vos clients? Et qui sont Pour pour certains, certains nos clients, hein. exactement. Donc c'est tout un tas d'apports business, d'apports métiers aussi, parce qu'on a des personnes qui sont un petit peu moins connues publiquement parlant, mais qui sont très intéressantes pour nous. Quelqu'un comme Yves de Talouette, pour n'en citer qu'un, de la faïencerie de Gien sur le secteur de la céramique, alors eux plutôt sur les arts de la table. Donc voilà, tout un tas de personnes qui vont nous aider à aller plus vite pour aller plus loin, ce qui est quand même notre ambition avec cette levée. D'accord, alors plus vite, plus loin, et concrètement, c'est quoi? C'est pourquoi faire ces 2 millions? Alors, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de recruter une équipe plus expérimentée. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de mon équipe, c'est la chose dont je suis le plus fier, mais c'est une équipe qui reste assez jeune. L'idée, c'est d'accroître, de faire grandir cette équipe avec des profils un petit peu plus expérimentés. Donc, c'est pour ça que là, on est 9 aujourd'hui, on passe à 14 en janvier. On a passé mon dernier mois essentiellement sur du recrutement. Ça, c'est la première priorité et la plus importante. La deuxième, c'est d'innover. Je vous en ai très brièvement parlé. On sort notre deuxième génération de toilettes en février prochain. Donc, même si c'est bien avancé, il y a encore des budgets à débloquer sur ce sujet-là. On change en parallèle de paradigme industriel, donc ce qui est assez intéressant. Troisièmement, c'est de créer, développer en tout cas une marque forte. Aujourd'hui, on a les prémices de cette marque forte, mais on a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Et dans un temps un petit peu plus lointain, mais quand je dis lointain, c'est pas non plus à 10 ans, c'est plutôt à fin d'année prochaine, d'accentuer un petit peu notre déploiement international. D'accord, donc vos perspectives à court terme, c'est un renforcement de votre équipe? Ouais. Et puis aussi un développement de produits? Renforcement Technologiquement, des- vous pouvez revenir un peu sur l'aspect technologique de vos produits? Quels sont vos axes aujourd'hui de développement? En fait, nous, le fil rouge de notre R&D, le fil rouge de la R&D de notre équipe d'ingénieurs, c'est le confort. Ça, c'est notre fil rouge. Et au sein de ce fil rouge, on a plusieurs sous-priorités. La première, celle qu'on a souhaité tacler, c'est le sujet de l'odeur. En fait, nous, quel est le pain, pour angliciser ce mot, principal d'une personne qui arrive aux toilettes? C'est d'ouvrir la porte et que ça sente pas bon. Donc ça, pour nous, c'était le pain numéro 1 et le premier pain que l'on souhaitait tacler. Et du coup, on a développé cette deuxième génération qui présente toujours un design radicalement nouveau, avec une techno qu'on intègre à l'intérieur, qui en gros, pour la faire courte, est composée d'un filtre. On aspire l'air d'une part, d'un côté. Il passe à travers ce filtre qui a des propriétés fongicides, bactéricides, virucides. Donc en fait, il se trouve que ça fait d'autant plus sens avec la période actuelle. Alors nous, il se trouve qu'on bosse sur ce modèle depuis avant la période actuelle, mais il se trouve que ça fait d'autant plus sens aujourd'hui en raison de la situation sanitaire. Donc il y a ce filtre bactéricide, fongicide d'une part, et ensuite on injecte de l'ozone à l'air, ce qui permet de le purifier et d'anéantir la moindre odeur. Donc en fait, en moins d'une minute, une minute c'est cas extrême, vous avez la pièce qui est littéralement traitée de la moindre odeur. Et en termes de produits, vous comptez développer une palette de produits ou pas? Oui, bien sûr. Alors nous, en fait, on va opérer une première diversification assez classique dans le milieu plutôt de la salle de bain. Donc on n'a pas encore déterminé aujourd'hui, mais ça pourrait être un urinoir, ça pourrait être une vasque, ça pourrait être une brosse de toilette, un dérouleur de papier toilette. Et nous, notre ambition à moyen long terme, c'est de poursuivre le fil rouge qu'on a souhaité se donner, en fait, qui est le fil rouge de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce qu'en fait, on a souhaité la mettre en valeur sur notre premier produit, avec ce réservoir d'eau transparent. Parce qu'on va avoir besoin d'eau sur des prochains produits qu'on va sortir. Typiquement, je vous citais une vasque ou un urinoir, on va avoir besoin d'eau. Et nous, en fait, notre ambition, c'est de poursuivre ce fil rouge de l'eau, tout en
réinventons le quotidien. Nous, notre vision, en fait, à long terme, ça peut paraître un peu pompeux dit comme ça, mais c'est de réinventer le quotidien. Ce qu'on entend par réinventer le quotidien, c'est réenchanter le quotidien, c'est le rendre plus beau, c'est le rendre plus sympa, c'est le rendre plus agréable, c'est le rendre plus confortable. C'est pas uniquement juste joli, c'est plus beau, plus confortable, plus agréable, etc. Et du coup, en fait, on a ce fil rouge de l'eau, ce qui fait que dans à moyen terme, moyen-long terme, on pourra aller adresser par exemple la carafe d'eau, parce que la carafe d'eau elle est toujours pleine de calcaire. On nous dit de plus en plus de mettre du charbon à l'intérieur. Il y a de plus en plus de startups qui se développent pour mettre de petites pastilles à l'intérieur. On pourra aller adresser la carafe d'eau. Si demain on a envie d'aller adresser la piscine, parce que la piscine elle n'a pas été réinventée depuis l'existence de la piscine, on ira réinventer la piscine. Je n'ai aucune idée s'il y a quelque chose à réinventer sur la piscine. Je me suis littéralement pas posé plus que 5 minutes sur ce sujet-là. Mais en fait, je sais que la piscine, enfin en tout cas, je crois savoir que la piscine n'a pas été repensée depuis son existence. Donc peut-être qu'il y a moyen de la rendre plus belle, peut-être qu'il y a moyen de la rendre plus agréable, plus confortable. Et du coup, on poursuivra ce fil rouge. Donc aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour aller parler de piscine et de carafe d'eau. Mais en tout cas, l'idée, c'est de poursuivre ce fil rouge de l'eau sur nos prochaines années. Non, mais l'idée, c'est bien ce que vous développez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un produit phare. Vous avez déjà, je dirais, une sorte de pétale, des pétales que vous voulez développer autour. Exactement. Et puis, comme vous fourmillez d'idées, vous allez bien trouver d'autres axes de développement. Exactement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, je reviens sur un terme, vous avez parlé tout à l'heure de développement à l'international. Comme vous n'avez pas de revendeur, comme vous travaillez exclusivement, si j'ai bien compris, à travers votre site internet, et puis par bouche à oreille, je pense, comment vous faites pour développer l'international? Alors aujourd'hui, c'est tout simplement en direct. Donc en effet, c'est pas le modèle idéal pour se développer à l'international. C'est pour ça qu'on refuse d'ailleurs pas mal de demandes. On a notamment en ce moment, on a beaucoup de demandes des États-Unis, du Brésil aussi, qu'on refuse. Et alors, comment vous ont connu? Alors, bonne question, ça dépend. Du côté Brésil, ceux avec qui moi j'ai eu l'occasion d'échanger, c'est des passages en France. Donc en fait, nous, l'intérêt, c'est que mine de rien, nos clients actuels sont nos meilleurs prescripteurs, puisqu'en fait, un restaurant, pour ne citer que Big Mama, qui était notre premier, il y a 3000 personnes tous les jours. Donc en fait, alors il n'y a pas 3000 personnes qui vont aux toilettes, mais il y en a peut-être 1500 ou 2000 qui vont aux toilettes. Ça fait 2000 personnes qui ont vu le produit. Donc en fait, ça, et dans ces personnes-là, il y a des Français, mais il y a aussi des étrangers qui viennent passer un week-end ou qui sont en vacances et qui reviennent avec de bonnes idées dans leur pays. Mais c'est vrai que, et j'insiste là-dessus pour nos éditeurs, parce que dans les idées que vous développez, on voit bien que vous créez une rupture dans la façon de l'approcher. On peut quand même répéter le fait que quand on voit vos toilettes, bon, il y a vraiment un effet qui demande d'aller plus loin, de savoir qui est-ce qui a fait ça, comment ça a été fait, et je comprends très très bien ce que vous dites. Ouais, l'idée c'est de créer cet effet un peu waouh et de surprendre les gens. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit dans certains restaurants, sur notamment des soirées où il y a un peu plus d'affluence, des personnes faire la queue, pas parce que les toilettes sont, pas parce qu'il n'y a pas assez de toilettes, mais parce que les personnes prennent plus de temps aux toilettes à se prendre en photo, à montrer à ses copains, copines. Et puis ils font des selfies. Faire venir les hommes chez les femmes chez les hommes, etc. Donc c'est assez drôle. Il y a des situations un peu nouvelles. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview, Hugo Volpeix. Je pense qu'on a tout dit, ou vous voulez rajouter autre chose? Non, écoutez, c'est bon? D'accord. Bon, en tout cas, c'est toujours rafraîchissant de recevoir de jeunes entrepreneurs qui n'hésitent pas à se lancer sur des marchés et qui bousculent les codes établis et qui ont cette capacité d'aller de l'avant avec une forte résilience. Et surtout, je réinsiste parce que ça concerne tous nos invités, c'est d'avoir un business avec de vraies valeurs à développer. Mais écoutez, on va finir un petit peu plus tôt que d'habitude. On arrive au terme de notre émission. J'espère que les thèmes vous ont plu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook, page Bar de l'économie, ou sur YouTube, rubrique Bar de l'économie. Sachez que pour moi, ce fut un plaisir d'animer ces émissions et un grand merci à nos invités dont je rappelle les noms. Mathieu Brousse et Hippolyte Pépin, cofondateurs de la société Primitive Closing, et Hugo Volpeix, fondateur dirigeant de la société Trône. Alors bien sûr, vous retrouverez le Bar de l'économie demain vendredi avec Florence Sueur, qui partagera avec vous une partie de la matinée dans le bien-être et la bonne humeur. Alors, belle et excellente journée à toutes et à tous. Et comme je reviendrai maintenant en janvier 2021, je vous souhaite avec un peu d'avance de passer d'excellentes fêtes de Noël en famille, ainsi qu'un excellent réveillon de fin d'année. Ciao, ciao!